pourquoi est-ce qu'on va parler de cyber-résilience? Parce que c'est un sujet qui est déjà très important et qui va nous occuper ces prochains mois. On va beaucoup parler, bien sûr, de NIS 2, pour Network Information Security. Cette directive, pensée avant tout pour renforcer la sécurité des entreprises, concerne les entreprises importantes et les entreprises essentielles. Et elle introduit une sanction pouvant aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça, c'est un élément de motivation important. Le 17 octobre de cette année était présenté comme une date butoir, mais en fait, on se rend compte que ce ne sera pas le cas parce que, on n'a pas encore de gouvernement, ça va venir, donc on devrait avoir des réponses sur ce sujet-là. Compte tenu de cette échéance, comment les entreprises françaises, comment les fournisseurs français peuvent-ils se préparer? Eh bien, c'est ce que nous verrons avec nos invités. Pour cela, nous sommes avec Anne Le Hénanf, qui est députée de la première circonscription du Morbihan. Madame la députée, je vous en prie, installez-vous. Nous sommes également avec Florent Kirchner. Vous étiez là tout à l'heure avec nous. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de la stratégie d'accélération de la cybersécurité. Florent, installez-vous. Nous sommes également avec Mylène Jarosset, présidente du CESIN, même organisation que Arnaud Martin plutôt. Je rappelle, le CESIN, c'est le club qui réunit les experts de la cybersécurité. Et Mylène Jarosset est d'ailleurs CISO du groupe LVMH, mais elle va s'exprimer surtout ce matin en tant que présidente du CESIN. Nous sommes également avec Fedra Kluner. Fedra, je vous en prie, venez vous asseoir. Vous êtes directrice adjointe du Centre pour la cybersécurité belge, l'équivalent de notre ANSSI. Et nous sommes également avec Philippe Blot, qui est chef du secteur certification chez l'ENISA. Je le présente un peu plus tôt. C'est l'agence de l'UE pour la cybersécurité. Philippe, installez-vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Fedra et Philippe, vous allez un peu nous parler de vos organisations. Et première question pour vous, Fedra, parlez-nous un peu de l'agence que vous représentez, l'agence belge que vous représentez ce matin. Alors, je ne vais pas vraiment m'appesantir sur tout ça, mais bon, en fait, le CCB, donc le Centre pour la cybersécurité Belgique, c'est l'équivalent de l'ANSSI. Donc, évidemment, si vous connaissez l'ANSSI, vous savez plus ou moins ce que peut faire aussi le CCB, même si on a certaines missions en moins et certaines missions en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on dépend directement du Premier ministre. Je pense que c'est la même chose que pour l'ANSSI. On existe depuis maintenant 9 ans. Et on a commencé à 2. Maintenant, on est 120 et le but, c'est encore de doubler ce chiffre-là. Et qu'est-ce qu'on a comme mission? C'est vraiment de définir avec les différents acteurs, donc on n'est pas tout seul évidemment, la stratégie belge en matière de cybersécurité. La définir, mais aussi veiller à ce qu'elle soit appliquée. Et ça, évidemment, ça marche. En définitive, ça marche bien parce que justement, on doit coordonner tous les acteurs qui ont un rôle à jouer dans cette optique-là. On est aussi l'autorité compétente pour tout ce qui concerne les réglementations en matière de cybersécurité en Belgique. Et donc, nous avons été responsables donc, de la transposition de la directive NIS 2. Et on a une loi. On a été les premiers en Europe. On est assez contents. C'est pas tout le temps le cas en Belgique que vous êtes les premiers. Ouais, bon, la première fois, on avait un an de retard, d'accord. Bref. On est également donc le CICERT national, donc en cas de crise, en fait, c'est avec le centre de crise national, nous gérons les crises cyber au niveau national et on répond aussi lorsqu'il y a un incident sur une infrastructure critique, un opérateur de services essentiels, etc. Nous sommes également le National Coordination Center dans le cadre de la réglementation belge European Cyber Security Competence Center. Nous sommes aussi l'autorité nationale de certification. Donc évidemment, on est très touché par tout ce qui est réglementation européenne, avec le CSA, avec le CRA et ce genre de choses-là. On aura un très très grand rôle à jouer. À côté de ça, on a aussi un rôle très très important de diffusion d'alertes et d'informations auprès des organisations publiques et privées, mais aussi des citoyens en matière de cybermenaces, parce que justement nos publics cibles, ce ne sont pas uniquement les EVI, les administrations et ce genre de choses-là, c'est en fait toute la Belgique. Donc ce sont les entreprises, ce sont les administrations publiques, ce sont les opérateurs de services essentiels, les infrastructures critiques, mais ce sont aussi les citoyens. Donc on a un grand rôle de sensibilisation à jouer auprès des citoyens, et dans le cadre de NIS 2 et d'autres réglementations, notre rôle aussi c'est de définir, et je reviendrai là-dessus plus tard sans doute, des standards et des guidelines en matière de cybersécurité pour la Belgique et peut-être, pourquoi pas, pour l'Europe. Alors Philippe, rappelez-nous très rapidement le but de l'organisation que vous représentez ce matin.
Donc, bonjour. L'ENISA, c'est pas le CCB, c'est pas l'ANSSI, c'est ni mieux ni moins bien, c'est autre chose. Donc, l'agence européenne, l'ENISA, c'est une centaine de personnes. Et notre rôle, c'est d'augmenter le niveau de cybersécurité en Europe, notamment en soutenant le développement de réglementations et en soutenant leur implémentation, en organisant des exercices à grande échelle. Et aussi la possibilité pour les États membres ou les organisations de recourir à ces outils de test des compétences, développer justement les réseaux de compétences et les réseaux de coopération, les CERT, et animer les échanges d'informations dans ces communautés. Développer des schémas de certification, c'est pas du tout polémique, on développe UCS. OK. Et puis, il y a une nouvelle action qui est assez récente, c'est de faire ce qu'on appelle le Support Action. C'est un petit peu l'équivalent du plan de relance français, la préfiguration de la Cyber Reserve. C'est se doter de contrats cadres pour que les États membres puissent avoir des prestations soit liées à des pen tests, soit des incident response. Donc voilà les grandes activités de l'ENISA qui sont bien sûr tournées autour de la connaissance de la menace. Donc on a un threat landscape qui est actualisé annuellement. On a une conférence dans pas longtemps pour présenter les 10 grandes menaces qu'on considère être celles qui se projettent à l'horizon 2030 et réagir en conséquence sur les bonnes pratiques qu'on veut promouvoir, les éléments de recherche qui seraient nécessaires pour essayer de faire face à ces offres-là. Et là, on a aussi une interaction avec l'écosystème qui est peut-être moins importante que celle qu'on peut avoir quand on est installé nationalement, parce qu'il n'y a pas d'écosystème européen. Il y a des industriels français, des industriels allemands, il y a des industriels dans tous les pays, mais il n'y a pas vraiment des industriels de cybersécurité qui est une casquette vraiment européenne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer, notamment Fedra mentionné le CRA. Ça va être un point important de notre action, c'est de travailler avec l'écosystème des développeurs de solutions pour les amener à avoir un niveau de résilience aussi dans leurs offres. Merci pour cette présentation. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Florent, une question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est NIS 2 ? Parce qu'effectivement, il y a des définitions qu'on lit souvent, et j'aimerais bien en entendre une très claire pour savoir si ce matin, nous sommes d'accord sur ce qu'on attend de cette directive. Oui, ça fonctionne. Je ne suis pas sûr d'être la bonne personne à qui poser cette question-là. Je pense qu'il vaut mieux prévoir ceux qui l'ont conçu. Globalement, au secrétariat général pour l'investissement, ce qu'on travaille plutôt, c'est la coordination des investissements de l'État français et pour une part de l'Europe, et je pourrais en reparler un petit peu plus tard, de ces investissements-là pour répondre à des questions de souveraineté numérique en général et en particulier pour préparer Nice 2 d'autre part. Tant que j'ai le micro, je vais prendre juste 15 secondes pour m'excuser d'avance. Vous me verrez à 12h30 me lever et partir. J'ai une contrainte importante qui doit me ramener dans le 7e. Je vous prie d'excuser ça. C'est pas que je suis fâché du tout avec le discours. Non, vous êtes tout excusé. Fedra, est-ce que vous pouvez nous redonner, puisque en Belgique vous êtes en avance, est-ce que vous pouvez nous redonner rapidement une définition de NIS 2 ? Justement, on parlait de NIS 2, on parlait de cyber-résilience. Donc, en fait, le but ultime de la directive NIS 2, c'est vraiment de faire en sorte que les États membres et l'Europe, de manière générale, soient cyber-résilients. Et donc, c'est aussi une adaptation, en fait, et une mise à jour de NIS 1. Donc, on a vu effectivement qu'avec NIS 1, ça marchait, ça aurait pu mieux marcher, voilà. Donc, au niveau européen, il y a eu effectivement une décision en fait de mettre à jour la directive pour avoir un meilleur niveau de standardisation au niveau européen et une homogénéisation en fait de la mise en place de cette réglementation et donc de l'augmentation de la cyber-résilience au niveau européen, au niveau des États membres, parce que un État membre, c'est une partie de l'Europe, donc évidemment, comme on sait, la cybermenace ne s'arrête pas aux frontières comme le nuage de Tchernobyl. Donc s'il y a effectivement une menace qui peut toucher un État membre, il y a une menace qui peut toucher l'Europe de manière générale. En gros, hein. Oui. Vous en voulez plus ou pas ?
Je pense que c'était important de repartir de Nice 1 et de montrer bien, comme vous le faites, l'extension de Nice 1 vers Nice 2, parce que c'est finalement une sorte de généralisation de cette idée de cyber-résilience et de cybersécurité. Alors, pas une complète généralisation, et il faut bien garder en tête, dans une perspective un peu plus long terme, le fait que Nice 2 est une étape importante, qu'il ne faut pas qu'on rate, pour plein de raisons, mais que derrière arrive ce qu'on appelle le Cyber Resilience Act, le CRA de son petit nom, et que le Cyber Resilience Act, c'est la cyber pour tout le monde, d'accord, et pas juste la cyber pour quelques centaines de milliers d'entités en Europe, d'accord. Et quand je dis juste, évidemment, vous comprenez bien que déjà le PANIS 2 est un pas important. Je pense qu'il faut garder en tête aussi cette idée qu'aujourd'hui on travaille et on focalise beaucoup de nos efforts opérationnels, d'investissement, de déclinaison législative sur ce sujet-là, Nice 2, et c'est important de le faire. Gardons en tête aussi que sur le long terme, ce n'est qu'une étape vers un monde numérique dans lequel, en Europe, on puisse avoir confiance dans sa globalité. Anne Le Hennoff, vous êtes rapporteur d'un groupe de travail au sein de la Commission supérieure du numérique et des postes. Vous avez participé à un groupe de travail sur la transposition de la directive Nice 2. L'avis n'existe pas encore, mais vous avez déjà parlé à un très grand nombre de personnes, d'acteurs. Qu'est-ce qui ressort de ces différentes auditions ? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette question. Donc en fait, la Commission supérieure du numérique et des postes est bicamérale, donc vous avez des sénateurs, vous avez des députés, et bien que l'entité, je dirais, référente en France de la transposition Nice 2, c'est-à-dire l'ANSSI, qui remettait sa proposition au gouvernement, qui aurait dû et qui l'a fait, je reviendrai là-dessus sur le timing, il nous semblait intéressant et important que les parlementaires s'approprient ce sujet, parce qu'il faut que nous ayons une idée claire de ce qui est proposé, de ce qu'on peut faire. Et étant donné qu'au Parlement, c'est nous qui allons la voter, c'est bien qu'on ait aussi un esprit critique et qu'on observe comment c'est vécu par les acteurs directement concernés. Donc, de mars à mai, nous avons fait 41 auditions sur cette thématique exclusivement, avec comme objectif effectivement une transposition mi-octobre, normalement. 41 auditions d'industriels, de clouders, d'associations d'élus, d'éditeurs de logiciels, de cabinets conseils, enfin tous les acteurs concernés par Nice 2. Ce qui apparaît effectivement dans le rapport, nous avons déjà donné un pré-rapport à l'ANSSI, puisque la CSNP a été consultée par l'ANSSI, donc on a donné déjà un certain nombre de recommandations. Évidemment, c'était pas le rapport complet, il va sortir là dans quelques jours. Et là, il est beaucoup plus nourri, il y a des recommandations qui sont beaucoup plus précises que ce qu'on a pu donner dans l'urgence, entre guillemets, à l'ANSSI. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que il y a des points des enjeux et des points de vigilance qui sont, je dirais, communes à toutes les auditions. C'est le coût que cela va générer pour les entités, le timing, donc notamment le délai. On a entendu M. Strubel parler tout à l'heure de 3 ans. Ça, c'est ce qu'ils préconisent et c'est ce qui est dans ce qu'ils ont remis au gouvernement. Est-ce que les parlementaires suivront ? On verra. Est-ce que le gouvernement suivra, le futur gouvernement ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une préconisation qui a été beaucoup l'inquiétude du temps pour être mis en conformité qui est revenue systématiquement. La problématique des RH, puisque parmi les 15 000 entités, il y a beaucoup qui n'ont ni informaticien, ni société de conseil en numérique, en informatique. Donc voilà, ça c'est une autre problématique. Et puis, commun également, notamment à ceux qui vont devoir l'appliquer, les sanctions financières. Voilà globalement les points, les enjeux sur ce qui est ressorti. Après, il va falloir également aller un petit peu plus loin dans le texte, dans les recommandations que nous avons déjà pu transmettre à l'ANSSI sur des précisions, notamment sur qu'est-ce qu'on entend par incident important. Qu'est-ce qu'un incident important ? Pour beaucoup d'entités, c'est pas clair. Donc là, il va falloir aller un petit peu plus loin. La progressivité également. Est-ce qu'il y a des étapes ou est-ce qu'on doit être en conformité totale dès le début ? Et puis des définitions aussi. Dans le texte, il y a des définitions à ce que nos amis belges ont fait d'ailleurs dans leur texte, préciser, apporter des définitions. Et puis enfin, l'accompagnement.
Voilà, l'accompagnement notamment. Je pense à 2 profils précisément. Ce sont les petites structures. Il y a parmi les 15 000 entités des toutes petites entreprises qui sont concernées. Donc comment vont faire les tout petits? Et d'autre part, évidemment, alors là, évidemment, ça me touche moi beaucoup plus directement, les collectivités locales. C'est un vrai sujet. Et je pense qu'au Parlement, quand ça va nous arriver, ça va être un moment très long et très, je dirais, peut-être même ardu, la mise en conformité à Nice 2 des collectivités locales françaises, celles qu'ont ciblé l'ANSSI en tout cas. On en reparlera un peu plus tard dans cette table ronde. Mylène, est-ce que vous retrouvez dans les différents thèmes abordés par Anne Le Henaf sur les coûts, sur le timing, est-ce que ce sont des discussions qui se retrouvent dans les commissions du Césin? Oui, bien sûr, au niveau du Césin, donc le Césin, c'est un club de responsables cyber, donc d'entreprises privées, administrations, et donc on a évidemment interrogé nos membres concernant Nice 2. On a 25% de répondants qui seraient des entreprises essentielles, 25% des entreprises importantes. Il y en a qui ne savent pas encore, hein, ils verront bien. Mais donc, effectivement, le club était très concerné par la question Nice 2 et on voit apparaître effectivement tout ce que vous avez mentionné, les difficultés, parce que là, on a une échelle qui est très importante, les difficultés, les définitions des incidents, la clarification de certains termes de Nice 2 qui ont vraiment besoin d'explications, parce qu'on peut vraiment s'interroger sur certains termes qui sont structurants en termes de cyberdéfense. Sur les incidents, effectivement, on a proposé des définitions de ce qu'est un incident important ou significatif versus un grand nombre d'incidents finalement qui sont plus mineurs. Et nous, on a re-questionné l'objectif. L'objectif, c'est effectivement de monter en maturité, de faire en sorte... Alors la résilience, en réalité, la résilience, c'est revenir à l'état antérieur. Donc, parfois, on oublie que c'est ça. Donc, c'est la dernière partie de l'étape, c'est comment je rebondis si finalement l'attaque, elle a fonctionné. Maintenant, on met derrière le mot résilience, on met un petit peu tout de la prévention, de la détection, de la réponse et puis de la reconstruction. En réalité, la résilience, normalement, c'est l'étape finale, c'est-à-dire que l'impact, on veut diminuer l'impact. Quand on parle des incidents, aujourd'hui, toutes les entreprises vivent quantité de départs de feu, de micro-incidents, d'alertes qu'ils arrivent à stopper avec leurs outils. 85% de nos membres sont satisfaits de leur solution des services de sécurité. Et toute cette information n'est pas communiquée. Aujourd'hui, elle n'est pas communiquée à l'ANSSI. Et pourtant, c'est une telle information importante en termes de compréhension de la menace qu'on a dit, après tout, mais pourquoi effectivement, on va se focaliser sur les incidents importants, sur la sanction, etc. Mais qu'est-ce qui va faire monter la maturité? C'est aussi un meilleur partage sur les menaces. Et donc, voilà, ça, c'est un des points, par exemple, que le Césin a remonté. Phedra, pourquoi est-ce que la question de la cybersécurité est devenue si importante alors qu'on sait qu'aujourd'hui qu'il existe déjà des stratégies, des PCA, des PRA, on sait que toutes les entreprises sont des bonnes élèves, qu'elles testent leur PCA et leur PRA régulièrement, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'insister à ce point-là et pourquoi c'est une réponse qui est adaptée? Donc la cybersécurité et la cyberrésilience sont, hélas, encore une réponse nécessaire. Bon, évidemment, ça dépend aussi de ce qu'on entend par cyberrésilience. Donc, on peut effectivement revenir sur votre définition. C'est la possibilité de pouvoir en faire face à un incident et à revenir à son état pré-incident, même si certains envisagent que la cyberrésilience est quelque chose d'un peu plus large. Pourquoi est-ce que c'est toujours nécessaire? Parce que, objectivement, j'aime énormément votre naïveté, mais je suis désolée de vous annoncer que non, toutes les organisations, en fait, n'ont pas de plan de sécurité, ne testent pas, et ce genre de choses-là. Enfin, voilà. Et puis, même si c'était le cas, même si on implémentait tout un tas de procédures, tout un tas de technologies et ce genre de choses-là, il n'y a rien à faire. Le risque zéro n'existe pas. Voilà. Donc, avec toutes les technologies, toutes les procédures, il y a toujours un risque qu'à un moment ou à un autre, votre organisation, même si elle est vraiment une très très bonne élève, en fait, soit victime d'un cyberincident. Pourquoi ?
déjà, on parlait tout à l'heure de l'erreur humaine, mais parce qu'il y a aussi, effectivement, les cybercriminels utilisent de plus en plus les nouvelles technologies, donc évidemment pour perpétrer leurs méfaits, parce que aussi il y a tout ce qui est attaque 0D, parce qu'il y a aussi, ça devient aussi un enjeu géopolitique, il y a aussi des États en définitive qui investissent énormément d'argent pour lancer des attaques particulièrement ciblées et particulièrement complexes. Donc, comme je disais, même avec toutes ces mesures, il y a toujours un risque qui existe. Bon, évidemment, il y a effectivement des pistes pour mettre en place une bonne cyber-résilience, une bonne cybersécurité. Il faut déjà qu'on sache ce qu'on doit défendre, par exemple. Et ça, déjà, pour beaucoup d'organisations, savoir ce qu'ils doivent défendre, savoir quels sont leurs assets principaux, les bijoux de la couronne, comme on dit, c'est déjà super compliqué. Il y a beaucoup d'organisations aussi qui ont un plan de gestion d'incidents, mais le plan de gestion d'incidents sont leurs serveurs. Alors évidemment, quand ils sont victimes d'un ransomware ou d'une cyberattaque, c'est un peu con, mais enfin... Voilà, donc il y a ce genre de choses-là. Personne ne sait, les gens ne savent pas toujours quoi faire ni quoi que ce soit. Toutes les organisations n'ont pas, et on parlait effectivement des PME, on a le même problème en Belgique, évidemment. La Belgique est un pays de PME, c'est plus de 99% du tissu économique belge. Elles n'ont pas de BCP, elles n'ont pas de DRP, ce genre de choses-là. Donc oui, la cyber-résilience, c'est vraiment toujours particulièrement important. Et ce sera de plus en plus important parce que la société se digitalise de plus en plus. Florent, est-ce qu'il y a on sait que on a quelques idées sur la directive, Madame la députée en a parlé tout à l'heure, il y a des sujets qui ressortent déjà, des inquiétudes qui ressortent. Est-ce qu'il y a des moyens que les entreprises peuvent déployer, humains d'ailleurs, ou pas forcément, pour commencer à se préparer et peut-être aller beaucoup plus loin que ce que je disais tout à l'heure en termes de PCA, PRA, et de se mettre sur les rails et être prêt à démarrer lorsque NIS 2 devra être appliqué? D'abord, effectivement, déjà un PCA et un PRA qui marchent, je pense que déjà c'est une première étape intéressante. Et donc il ne faut pas négliger le fait que c'est important. Et pour rejoindre le point qui vient d'être fait là, de se rendre compte que dans son activité, parce que le A de PCA, PRA, c'est activité, dans son activité, une partie importante de l'infrastructure qui supporte cette activité est une infrastructure numérique. Déjà, la prise en considération de ça est importante. Je ne compte plus le nombre de petits entrepreneurs, d'hommes et de femmes dans le privé comme dans le public, et je rejoins la partie collectivité territoriale, qui découvrent le jour d'une attaque qu'en fait ils ont autant de postes que ça. Parce que d'un seul coup, ils se rendent compte que 1000 postes ne marchent plus. On avait 1000 postes? Oui, on a 1000 postes. Et donc, ne serait-ce que cette question-là de quelle est la partie constitutive de notre activité qui dépend du logiciel est un point très important. Deuxième élément de réponse, j'ai beaucoup aimé la réponse de Vincent Strubel tout à l'heure à cette même question, qui dit commencez maintenant. Certes, une des propositions, et on verra comment ça atterrit à la fin, c'est de dire on prend 3 ans pour faire le ramp-up. Ça ne veut pas dire qu'on a 3 ans avant et 2 ans et 364 jours avant de se dire tiens, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut démarrer maintenant parce que la tâche est dantesque. Elle est plus grosse que ce qu'on imagine, ce que vous imaginez, beaucoup plus grosse. Et donc démarrer maintenant et démarrer organiser 2 choses. 1, votre mise en conformité avec une roadmap raisonnable, mais établissez tout de suite, maintenant, mon conseil, c'est une roadmap pour y aller. Et il faut que la roadmap commence à 5 septembre 2024. Donc aujourd'hui voilà, à 15h. Voire un peu hier, quoi. Mais voilà, légitimement. Et deuxième sujet, renseignez-vous. En particulier, je ne peux que faire la promotion de mon espace NIS 2 qui est hébergé par le site de l'ANSSI, mon espace nis2.cyber.gouv.fr. Allez voir, il y a un certain nombre d'éléments qui sont déjà proposés à cet endroit-là. C'est pas complet, évidemment, parce que c'est un travail qui est encore en cours, mais il y a déjà des pistes et typiquement des recommandations pour les petites entreprises qui cherchent à savoir comment est-ce qu'ils peuvent se mettre en ordre de marche. Et voilà, donc, déjà ces 2 recommandations-là sont, à mon avis, importantes. La troisième, c'est oui, c'est urgent, mais keep cool, faites les choses calmement, efficacement et en vous entourant des bons conseils et des bonnes façons d'avancer avec les bonnes solutions. C'est important aussi dans cette mise en conformité, dans cette montée en cybersécurisation, en cyber-résilience,
de réfléchir à comment ça s'insère dans votre stratégie d'entreprise ou dans la stratégie de l'établissement public ou de la collectivité qui cherche à l'implémenter. Philippe, quelle difficulté pose la mise en place à l'échelle européenne de bonnes pratiques comme Nice 2? On voit que déjà, Fédéral disait juste avant, un pays comme, je crois c'est 30%, vous disiez, 30% à peu près de PME 90%, on a compris, Fédéral, 90, 90, on comprend en France, aucun problème. En Italie, c'est un peu différent, en Allemagne, c'est aussi un peu différent. Comment est-ce que vous allez réussir finalement à créer, j'ai presque envie de dire, je vais dire un gros mot, un framework qui va permettre de répondre aux besoins des différentes entreprises, des différents pays, pardon, et compte tenu des attentes des différents et de la forme du marché des différents pays? Donc, il y a probablement des difficultés qui vont être liées aux interprétations nationales. Donc, mais je pense que ça va se résoudre parce qu'il y a des travaux autour d'établissements de guidelines pour l'interprétation des textes réglementaires où l'ENISA essaye de mettre autour de la table via la coopération, les groupes de coopération Nice, les parties prenantes pour essayer de comprendre ensemble comment les mesures, que représentent les mesures, comment on qualifie les incidents, puisque ça c'est un sujet donc, que vous avez relevé qui est important. Il y a le sujet de la proportionnalité aussi qui a été, je pense, assez commenté par Exatrust sur le choix des mesures et le fait qu'elles soient pas si différenciées selon qu'on a une entité sensible ou importante, et notamment vis-à-vis de la taille des entreprises. Bon, ça, c'est des choses qui néanmoins, les mesures, c'est beaucoup des mesures d'hygiène cyber. C'est pas non plus, enfin, c'est ce qu'aussi Vincent a rappelé ce matin. C'est pas, on ne découvre pas qu'il faut avoir des mots de passe robustes, qu'il faut gérer son personnel, sensibiliser, etc. Il n'y a rien de nouveau. Il y a peut-être des choses qui sont un peu plus touchy sur le cloisonnement des SI, où on a peut-être moins l'habitude de faire du cloisonnement entre certaines opérations sensibles et un peu moins sensibles. Mais donc il y a des problèmes aussi potentiellement de conformité réglementaire entre DORA et NIS 2, mais enfin c'est des choses qui vont se résoudre, je pense. Je pense que ce qui a été évoqué, c'est plutôt le passage à l'échelle, enfin c'est comment aider les entreprises. Qui va être le grand sujet. Et là, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, mais si en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, j'ai envie d'installer des systèmes de sécurité physique, je ne vais pas improviser, je vais aller voir un professionnel qui va m'expliquer comment mettre une serrure, où les mettre, comment mettre de la vidéosurveillance ou pas, etc. C'est pareil, pour la cybersécurité, il va falloir... Les sites, effectivement, vont inciter à faire de la sensibilisation, aider les entreprises, les entités à se catégoriser. La clarification des termes vont aider à clarifier, harmoniser aussi les enjeux, mais il va falloir avoir une offre. Donc une offre des auditeurs, des conseillers, une offre de l'écosystème qui est représenté ici à Exatrust. Et nous, on va travailler, c'est un travail qu'on engage sur la qualification européenne. Ça s'appelle la certification, mais je reprends la terminologie française puisque les gens sont habitués ici. Donc la certification européenne des prestataires de services de sécurité. On parle plutôt de certification des services plutôt que de prestataires, mais enfin, c'est pas forcément très différent. Donc, ça va être donc certifier l'audit, certifier l'incidence response, certifier le conseil, certifier. Donc ça, on en reparlera peut-être un peu plus si vous voulez. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est le développement des compétences. Donc, il y a des travaux sur définir des skills framework, désolé pour le terme, mais donc ces travaux sont importants aussi pour faire en sorte que les formations puissent permettre de couvrir les besoins. On a 25 minutes à peu près, encore beaucoup de sujets à voir, donc je vais vous demander les uns les autres de faire, s'il vous plaît, des réponses un tout petit peu plus courtes. Alors, Madame la députée, on est aujourd'hui dans une phase où on est en train de transposer NIS 2 sur
pour la France, beaucoup craignent, à tort ou à raison d'ailleurs, qu'on surtranspose en France, qu'on en fasse un tout petit peu trop. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Est-ce que cette crainte, d'ailleurs, est-ce qu'elle est justifiée? Alors peut-être je vais juste revenir sur le planning, là, parce qu'en fait, le projet porté par l'ANSSI a été transmis avant la dissolution et devait être présenté en Conseil des ministres le 12 juin. Donc évidemment, le Conseil des ministres, étant donné qu'il y a eu la dissolution, n'a pas donné son avis sur la transposition telle que proposée par l'ANSSI. Mais je veux rassurer tout le monde présent ici, tout devrait normalement reprendre son cours avec quelques semaines de retard dès que nous aurons un gouvernement et un ministre en charge du numérique et un Premier ministre, évidemment. Donc ça, c'est pour le planning. Alors, au niveau de la transposition, la France n'est pas en retard plus que les autres pays européens, parce qu'en dehors de la Belgique, la Croatie et la Hongrie, aucun pays européen n'a transposé. Et le Danemark a même annoncé qu'ils allaient transposer en 2025. Donc, il n'y a pas péril en la demeure non plus, on va le faire. Sur la question que vous posez sur la surtransposition, c'est ce qui est apparu aussi pendant toutes les auditions du rapport que je porte. Il n'est pas envisagé pour nous de surtransposer, et on est au moins d'accord avec l'ANSSI là-dessus. Le projet tel qu'il est porté par l'ANSSI ne prévoit pas de surtransposer. Nous, les parlementaires, et les recommandations que vous verrez dans le rapport qui sera publié publiquement début octobre, c'est un des points mais essentiels de ne pas surtransposer. Pourquoi ? Parce que les enjeux... les parlementaires ont tendance quand même, sur les sujets du numérique, à toujours en rajouter plus. On a quand même des expériences. Moi, si je suis, et je serai évidemment impliquée au niveau de l'Assemblée nationale sur l'application de ce texte, les rares fois où on a surtransposé ces derniers temps, on s'est fait retoquer par la Commission européenne. Je pense par exemple à la loi sécuriser, réguler l'espace numérique. On a rajouté au texte des aspects sur DMA, DSA qui n'ont pas plu à la Commission européenne. On s'est fait retoquer, on a dû les supprimer du texte. Donc ça, c'est une première chose. C'est pour rappeler à mes collègues ce qui s'est passé récemment. Deuxièmement, on n'a aucun intérêt pour les industriels et pour les entités qui vont appliquer NIS 2 à surtransposer. Notamment au niveau des industriels. Si on surtranspose, ça les met en position, je dirais, de fragilité au niveau économique sur le marché européen. Il n'est pas envisagé qu'on pénalise nos entreprises parce que nous, les Français, on a été plus zélés que nos voisins et qu'on veut faire plus blanc que blanc. Moi, en tout cas, ma position, elle est claire là-dessus. Nous nous battrons pour qu'il n'y ait pas de surtransposition, à la fois pour des intérêts économiques pour les industriels, mais aussi parce que les entités, elles ont déjà suffisamment de priorités. Si on leur rajoute encore plus que ce que demande l'Europe, on ne les met pas dans une position sereine et de confiance, et c'est absolument pas le but de NIS 2 en France. Mylène, est-ce qu'il y a une crainte par rapport à une surtransposition au César? Est-ce que ce sont des choses que vous discutez? Alors, on n'a pas identifié de crainte de surtransposition. Par contre, on a, pour éviter effectivement, pour clarifier, on a souhaité que certains points soient vraiment clarifiés. Parce que selon la façon dont ils vont être clarifiés, c'est beaucoup ou moins. Et donc, c'est pour ça que c'est très important qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur certains sujets. Donc, c'est plutôt ça, ce qu'on a relevé quand on a fait l'analyse, vraiment mot à mot du texte. FEDRA en Belgique, NIS 2 existe déjà. La députée l'a rappelé. Vous avez déjà un tout petit peu d'avance, vous l'avez dit aussi. Comment réagissent les entreprises? Est-ce que... comment ça se passe en fait aujourd'hui, au jour le jour? Est-ce qu'elles ont dû faire un effort conséquent? Comment est-ce que vous avez organisé finalement le déploiement de cette directive à l'échelle du pays? Je vais peut-être un peu vous décevoir, mais en fait, la loi, elle existe, mais elle n'est pas encore appliquée, évidemment. Donc, elle sera appliquée aussi au 17 octobre, comme partout à peu près. Donc, on a constaté en Belgique, en fait, le même type de préoccupation qu'en France et que partout ailleurs en Europe, je suppose. Effectivement, avec ces histoires de coûts, ces histoires de surtransposition. Chez nous, on a appelé ça un peu le gold plating. Donc, il y a beaucoup d'organisations, en fait, qui avaient un petit peu peur qu'on rajoute une petite couche supplémentaire sur le truc, ce qu'on n'a pas voulu faire du tout. Donc on est resté avec une approche en définitive
assez pragmatique comme on a assez l'habitude de faire, et on a aussi consulté en définitive les différentes fédérations, les entreprises, ce genre de choses-là, pour avoir leur avis par rapport à notre projet de loi. Et on a eu, à part pour des points de détail et ce genre de choses-là, assez peu de réactions de ces organisations, de ces futures organisations impactées par Nice 2 par rapport à notre projet de loi. Donc par rapport à ça, on est super content. Bon, évidemment, on n'a pas de gouvernement non plus. Il est probable que ça dure plus longtemps que chez vous, comme d'habitude, mais bon, bref. Donc il y a encore effectivement tout un tas de trucs qui doivent être travaillés, mis en place, ces genres de choses-là, mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc les entreprises, pour le moment... Les entreprises, celles qui sont conscientes aussi de la problématique, parce que justement, on parlait de nouveau des PME, il y a tout un tas d'entreprises qui, alors, soit elles sont en panique totale, parce que justement, il y a Nice 2 is coming, vous voyez, donc c'est un peu le truc, et elles ne savent pas très bien comment faire, comment se mettre en conformité, ce genre de choses-là, soit elles ne se rendent pas compte du fait qu'elles seront impactées. Et ça, on parle de PME qui ne sont pas directement impactées, mais dans Nice 2, il y a quand même la problématique importante de tout ce qui est supply chain et compagnie. Et donc, il y a beaucoup de ces PME, en définitive, qui seront fournisseurs d'entités essentielles ou importantes, et il y aura donc un impact pour elles aussi. Donc là, vraiment, nous, en tant qu'agence nationale, on est en train de travailler activement, justement, pour faire une sensibilisation et pour aider, parce qu'une agence nationale, on est là aussi, ceux qui ne vont pas respecter vont se recevoir des amendes sur le coin de la figure et ce genre de choses-là, mais le rôle aussi d'une agence nationale, c'est d'aider les organisations, en fait, à se mettre en conformité et d'aider les organisations à être plus sécures, plus cyber-résilientes pour tout un tas de raisons, et il y a aussi des raisons économiques et ce genre de choses. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Parfaitement. Madame la députée, est-ce qu'il y a déjà des enseignements à tirer de ce qui se passe chez nos voisins belges ? Oui, on observe et c'est bien et c'est heureux. On regarde nos voisins et surtout quand ils le font avant nous et ils le font bien. Donc effectivement, c'est très important d'aller voir ce qu'ont fait déjà nos amis belges. On a remarqué déjà qu'ils n'ont pas surtransposé, Madame Fedra vient de le dire, ils n'ont pas surtransposé et ils ont, comme nous on souhaite le faire, et comme vous venez de le dire, Madame, de préciser dans le texte de certaines définitions. Plus on précise, c'est pas surtransposer, c'est au contraire donner un cadre dont ont besoin les entités qui vont devoir appliquer Nice 2 ou les industriels, les entreprises qui vont accompagner ces fameux 15 000 entités. La particularité quand même de notre texte à nous, version française, mais vous avez fait la même chose en Belgique, c'est qu'on a introduit les collectivités locales dans le texte. Les collectivités locales avec un seuil qui a été fixé par l'ANSSI, on en reparlera peut-être à la prochaine question, à 30 000 habitants. Les collectivités locales, on peut dire dans les auditions, mais même étant moi-même élu local, il y a quand même eu un lever de bouclier, on peut le dire. Les associations de collectivités, les élus locaux sont très inquiets. Bon, je dirais que c'est assez instinctif. Il y a toujours cet aspect de protection des communes, des départements de notre pays. Donc il va falloir vraiment travailler avec les collectivités locales, mais je sais que l'ANSSI a déjà prévu un traitement, entre guillemets, particulier pour les collectivités locales. Donc la Belgique, on y reviendra après, a d'ailleurs un peu apporté une idée qu'on pourrait appliquer en France pour les collectivités locales. En tout cas, que je défendrai le moment venu. Philippe, comment est-ce qu'on peut accompagner ? On a eu quelques éléments de réponse avec Florent Kirchner qui a dû partir un peu plus tôt. Comment est-ce qu'on peut accompagner, grâce à ce texte au niveau européen, encore une fois, un passage à l'échelle graduel, j'ai envie de dire, qui ne serait pas de nature à effrayer ni les collectivités, ni les entreprises à l'heure d'appliquer cette directive ? Alors ça, c'est plutôt une question pour les États membres plutôt que pour l'ENISA, puisque c'est la transposition et la mise en œuvre va être locale. Nous, la façon dont on essaie d'accompagner, donc c'est bien sûr par les guides qui permettent de préciser, par la sensibilisation. En fait, il y a quand même un effort essentiellement national. Ça, c'est là que ça se passe.
Le point d'attention européen sur lequel nous... donc il y a une équipe de soutien à Nice 2 qui s'est mise en place donc, pour établir ces guidelines, pour aussi animer les réseaux, hein, parce que derrière il y a la notification d'incidents, donc il faut traiter. Il y a des registres aussi qui vont être établis, des entreprises, des entités importantes ou essentielles qui sont transnationales. Donc ça, ça va être un sujet aussi d'intérêt, c'est comment traiter ces entreprises qui sont situées sur plusieurs États membres. Et bon, le passage à l'échelle, à la transposition ou le calendrier, comme vous l'avez cité, ça c'est vraiment national. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en place un cadre de certification, ce que je disais tout à l'heure, pour aider donc les entreprises à se mettre en conformité. Elles pourront le faire elles-mêmes. Ça ne va pas forcément être facile. Elles vont avoir du soutien par des référentiels. Donc ça, c'est l'initiative belge sur Cyber Fundamentals, qui est quand même une vitrine aussi de ce qu'on peut faire. Je t'en prie. Il y a les prestataires qualifiés. L'ANSSI en a qualifié tout un tas, des prestataires d'audit, maintenant de conseil, des gens qui sont capables d'aider. Il y a des intégrateurs aussi qui sont capables d'avoir des offres où une petite ou une entité, peu importe sa taille, va pouvoir s'adresser à un front-end qui va derrière avoir toute une collection d'offres de conseils, incident response, SOC, etc. Donc ça, je pense que ça va être une façon d'aider à la mise en œuvre des choses. Alors, c'est pas facile non plus de mettre un cadre de certification en place. On l'a vu sur le premier sujet qui était censé être un quick win. L'ENISA, en 9 mois, a développé un schéma de certification sur les critères communs qui a été adopté au bout de 4 ans. Le cloud, on est encore en train de discuter dessus. Donc, la mise en place de schémas de certification sur les prestataires de services, il faut déjà passer par un amendement du Cyber Security Act, puisque c'est pas prévu aujourd'hui de certifier ce genre de services. Mais l'avantage, c'est qu'on a déjà réuni les États membres autour du sujet, et ça permet d'échanger. Donc en fait, déjà, les ANSSI des États membres se causent entre elles et permettent déjà des échanges sur comment eux ou elles voient la certification de ces prestations. Les éléments un peu compliqués vont être bien sûr de quel niveau d'assurance on veut. Est-ce que si c'est une entité essentielle ou importante, on va avoir le même dispositif de conseil, d'audit ou d'incident response ou de SOC? Est-ce qu'il faut graduer les offres? Et il y a l'expérience qu'on a vue en France entre les prestataires qualifiés par l'ANSSI et Cybermalveillance, qui a son propre système de référencement des prestataires. Donc c'est ces questions-là qui vont se poser, bien sûr. Je voudrais qu'on redise un dernier mot sur les collectivités. Question pour vous, Madame la députée. Comment est-ce que cette directive doit intégrer les collectivités, justement, pour que ce soit plus lisible pour elles et qu'elles puissent appliquer cette directive d'ici quelques semaines, quelques mois? Alors, ce qui fait réagir les associations d'élus locaux, c'est le seuil, en fait, 30 000. Parce que quand on est à la tête d'une collectivité, c'est pas parce qu'on a 30 000 habitants qu'on devient... voilà, c'est surtout, finalement, les responsabilités qu'on a, les applications, les compétences qu'on a. Si, par exemple, une collectivité de 30 000 habitants a la compétence eau, ou pas, ça change la donne. Donc, je pense que ça va être une vraie discussion. Et nos amis belges, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas mis, en fait, dans la loi les collectivités nommément. Voilà, ils n'ont pas dit, à partir de 30 000 habitants, vous êtes concernés.
Je vous rappelle quand même en termes de chiffres, c'est pas anodin, même si ça peut paraître peu par rapport au nombre complet, total de collectivités en France. On a quand même, si on suit les recommandations de l'ANSSI, à peu près 1500, un tout petit peu moins d'entités, donc collectivités locales dites essentielles, et on a un peu moins de 1000 entités considérées comme importantes. Donc ça fait les deux cumulés à peu près 2500 entités, collectivités. Donc les Belges ont choisi finalement de ne pas l'inscrire dans la loi, mais de laisser la compétence à leur agence nationale d'estimer, enfin vous allez peut-être préciser, mais c'est comme ça que je l'ai compris, d'estimer au cas par cas finalement si c'est essentiel, si c'est important comme collectivité, et donc d'adapter l'accompagnement en fonction de ce qu'ils ont qualifié comme collectivité. Il faut qu'on regarde ça de plus près, parce que d'entrer dans le texte, dans la loi en France, un seuil de population peut quand même poser un souci pour certaines d'entre elles. Mais ça, je fais confiance à l'ANSSI. Ils sont vraiment totalement au fait de ces préoccupations et de ces inquiétudes des collectivités. Les questions qui restent en suspens, évidemment, pour elles et pour les dirigeants, les maires, les présidents de collectivités locales, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire le coût. Souvent, quand on choisit de faire la cybersécurité, c'est au détriment d'une autre action. Contrairement à ce qu'on peut laisser penser, le budget est équilibré pour une collectivité. Et donc, si on investit, et je l'ai vu moi à Vannes, à une époque, quand on a fait le choix de monter en cybersécurité, c'était au détriment d'études, de développement. Donc ça, ce sont des choix à faire et ça ne se fait pas du jour au lendemain dans un budget municipal. Donc le coût, c'est essentiel. Comment elles vont financer cela? Les ressources humaines. Il y a beaucoup de collectivités, même dans les essentiels, les 1500 essentiels, qui n'ont même pas d'informaticiens. Les ressources humaines, c'est très important parce que la qualification, effectivement, le réflexe d'une collectivité, souvent, c'est de faire travailler la boîte qui se trouve dans son périmètre. Est-ce qu'elle a la compétence, la connaissance? Est-ce qu'elle a le niveau d'information suffisamment élevé sur NIS 2, etc. C'est des vraies questions. Donc, il y a aussi une labellisation des acteurs qui vont accompagner les collectivités à prendre en compte. Donc, les fournisseurs, également les marchés publics. On est soumis aux marchés publics. Les centrales d'achat, beaucoup de produits numériques, informatiques, logiciels sont achetés via l'UGAP. L'UGAP, moi j'avais souligné quand même à l'ANSSI qu'il est intéressant de travailler avec l'UGAP sur sa propre montée en compétences et connaissances et labellisation des industriels qu'elle met sur son catalogue. Les produits des fournisseurs, notamment je pose aux éditeurs de logiciels, qu'on soit on-premise, qu'on soit en mode SaaS, c'est des choses effectivement très très importantes également pour les mises à jour par exemple. Or, une collectivité, beaucoup achètent et gèrent elles-mêmes, sans forcément mettre à jour les logiciels, ce que pourraient faire les éditeurs en mode SaaS. Et le seuil des 30 000 habitants, là, clairement, c'est vraiment, on peut pas dire un blocage, mais une tension qui va apparaître, ça c'est sûr. Dans le rapport que nous publierons dans le cadre de la Commission supérieure du numérique et des postes début octobre, vous verrez qu'il y a 4 recommandations qui concernent les collectivités précisément. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on entende Mylène Jarosset sur la résilience. On a beaucoup parlé pendant cette table ronde, mais bien sûr, on ne parle pas de zéro. Le César propose chaque année un baromètre sur la résilience. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de résilience? Quels sont les chiffres qui ressortent de ce baromètre? Alors, aujourd'hui, on a demandé à nos membres ce qu'ils pensaient de leur état de préparation, en fait. Donc, niveau de résilience, on peut l'appeler comme ça. Sur la fonction de protection, de détection, les 3/4 de nos membres se disent prêts. Donc, se disent prêts à faire face. Dès qu'il s'agit de la réponse, l'attaque arrive, c'est la réponse, on passe à 60% d'entreprises qui se disent prêtes. Et quand on leur demande, et après, il y a eu un impact, l'attaque a réussi pour les attaquants, vous êtes victime, la capacité à traiter, à répondre, enfin, après la réponse plutôt à reconstruire ou à rebondir, là on passe à 50%. Donc j'ai envie de dire que
Là où il y a eu une évolution nette de la maturité, c'est dans la prévention, la détection. Ça, clairement, les entreprises ont fait des grands progrès. Il reste encore, si on fait le tour du NIST, à traiter les parties un peu plus aval de résilience, notamment parce qu'on a parlé des plans de continuité d'activité, plans de reprise d'activité, etc. La donne n'est plus du tout la même que lorsqu'ils ont été conçus il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Il faut déjà avoir en tête qu'un incident sur 2 vient d'un tiers. Donc une entreprise, elle n'est pas toute seule, elle ne vit pas toute seule. Sa résilience est très liée à ça, puisque oui, voilà, à peu près un incident cyber sur 2 que vit une entreprise est lié à un tiers, que ce soit un logiciel, que ce soit un prestataire, dans tous les cas. Donc voilà, il y a ce travail-là qui est très important en termes de préparation. Et puis l'autre donnée, alors peut-être qui n'est pas suffisamment traitée dans NIS 2, c'est ce qu'on a appelé ce qu'il faut protéger. Ce qu'on appelle dans le jargon la surface d'attaque. Finalement, les entreprises connaissent assez mal leur surface d'attaque. Et pourquoi ? Parce que cette surface d'attaque, elle est complètement disséminée aujourd'hui. Ce sont des applications SaaS, ce sont des services PaaS, ce sont des VM en mode IaaS chez des cloud providers. Et non seulement elle n'est pas très bien connue, mais elle est éminemment dynamique. Les VM montent et se démontent. On n'a pas à l'instant T une vision très statique de la surface à protéger. Donc oui, la donne en matière de résilience a énormément changé depuis quelques années. Et je n'ai pas envie de dire qu'on peut mettre à la poubelle tout ce qui a été fait en termes de continuité d'activité. C'est toujours valable. Mais ça traitait des scénarios du data center qui brûle, de l'erreur de manipulation, de ceci, de cela. Aujourd'hui, les attaquants, quand ils envoient un ransomware, ils chiffrent le nominal, mais forcément, par réplication, ça chiffre la réplication. Quand il y a des sauvegardes, eh bien, l'attaquant va commencer à détruire les sauvegardes pour empêcher, évidemment, qu'on ait une résilience. Donc, les scénarios ne sont pas les mêmes. Voilà, les scénarios de défense ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Alors juste en quelques mots, Mylène, ça veut dire qu'aujourd'hui, la mission du RSSI, du CISO, sa vision de la protection doit forcément évoluer compte tenu de ce que vous venez de dire. Ah, complètement. Il faut repenser sa résilience d'une façon assez différente et il faut adresser ça sur différents plans. Je prends l'exemple du SaaS, par exemple. Le SaaS, le vendeur d'une solution en mode SaaS vous dit « ma solution, elle est redondée, etc. » Certes, mais il ne vous garantisse rien contre des attaques. Vous avez un compte compromis qui utilise cette solution, ça détruit les données. Le vendeur de SaaS ne va pas vous dire oui, je vais vous récupérer vos données sur ce scénario-là. Donc il y a un travail contractuel à faire, il y a un travail de process à faire, etc. Et puis, on a une autre question, c'est une question de la dépendance. On a parlé dans la table ronde précédente de la dépendance vis-à-vis de nos fournisseurs. Il y a quelques petites solutions de sécurité, quelques solutions qui sont extrêmement sensibles, qui sont aujourd'hui très puissantes. Si elles sont détournées de leur finalité, si elles connaissent un incident grave, si elles sont compromises, eh bien, ça peut, par effet rebond, faire un dégât monstrueux sur un grand nombre d'entreprises. Donc ça aussi, c'est une nouvelle donnée de la résilience qu'on n'avait sans doute pas auparavant. Nous arrivons malheureusement à la fin du temps imparti. Il y avait encore d'autres questions malheureusement à aborder en tout cas, mais malheureusement, ce sera tout pour aujourd'hui. On peut prendre une question si on a une dans la salle. Allez, monsieur, une question, un micro, une question rapide et une réponse rapide, s'il vous plaît. Bonjour. Peut-être pour Madame la députée, une question. En tant qu'industriel, quel sera le process pour justement attester qu'on est conforme à la directive Nice ? Faudra-t-il faire appel à un auditeur du type PASI ou autre ? Et avons-nous pensé au niveau national aux équivalences éventuelles lorsqu'on est un opérateur un peu particulier, un opérateur d'importance vitale, qui doit déjà faire preuve de beaucoup de choses actuellement, qui est robuste en matière de cybersécurité, qui homologue ses réseaux et inspecté et contrôlé par l'étatique. Alors, Madame la députée, peut-être Fedra pour compléter, peut-être par rapport à ce qui se passe en Belgique. Madame la députée, quelques éléments de réponse.
dans les recommandations du rapport que vous allez pouvoir lire dans quelques jours, nous souhaitons en fait qu'il y ait une qualification, c'est-à-dire que à Nice 2 soit lié des industriels. Ça veut dire qu'il va falloir descendre très très finement, enfin des prestataires de services, je veux dire, très finement sur les territoires. C'est pour ça que la stratégie de l'ANSSI pour faire mettre en œuvre et vérifier, on n'a pas parlé des sanctions, etc., mais Nice 2 sur les territoires, c'est d'avoir des relais dans les régions, dans les départements le plus finement possible. Et ils le font déjà, mais on sait que la qualification ANSSI, elle est quand même très 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 contraignante. Donc c'est d'avoir des labellisations, si je peux utiliser ce mot, en local avec des prestataires de services, comment on peut dire, labellisés, qualifiés. Que les fameuses 15 000 entités ne soient pas non plus livrées à elles-mêmes pour choisir leurs prestataires. Donc nous, on souhaite que ça aille jusqu'à la qualification dans les territoires en lien avec les relais de l'ANSSI dans les régions, les départements. Et voilà une des préconisations. Parce que tous les prestataires, j'ai pas je dirais, d'avis et à juger de la compétence, du savoir-faire, mais tout le monde n'aura pas la capacité, à mon avis, à répondre aux attentes. Et nous, ce qu'on craint en tant que législateur, on sera vigilant là-dessus, c'est qu'il n'y ait pas d'abus en matière d'accompagnement des fameuses 15 000 entités au niveau commercial. On sera très vigilant là-dessus. Phèdra, peut-être pour compléter et oui, finir. Sur rapidement, c'est ça. Rapidement. Donc, en définitive, pour tout ce qui est qualification ou certification des prestataires, nous, on attend aussi beaucoup de choses du CSA+, parce qu'effectivement, il y a tout ce qui est managed services et compagnie qui va faire l'objet d'un schéma de certification. Nous, ce qu'on va faire, par contre, c'est certifier les entités. Les entités essentielles. Donc on a mis en place un framework de sécurité en fait qui est basé sur le meilleur de tous les mondes en fait, de l'ISO 27001, les syscontrol et ce genre de choses là. Donc on a mis en place ce framework de sécurité. On l'a fait reconnaître par notre autorité de certification au niveau national. On essaye aussi de le passer au niveau européen. On ne va pas se le cacher. Et donc sur base de ce schéma de certification, en fait, le CCB aura en interne, mais aura aussi des auditeurs qui seront accrédités. Il y aura aussi des auditeurs qui seront accrédités, qui pourront certifier en fait les entités essentielles comme étant compliant ou non par rapport au niveau de ce fameux framework de sécurité, parce que ce framework de sécurité comporte 4 niveaux différents qui s'adaptent aux différents types d'organisations et aux différents besoins des organisations. On parlait de proportionnalité, on est en plein dedans. Donc voilà, et pour tout ce qui est entité importante, ce ne sera pas une certification, mais ce sera une vérification, toujours effectivement aussi par des auditeurs qui seront accrédités par, chez vous c'est le COFRAC, je pense chez nous c'est BELAC, enfin ce genre de choses-là, pour justement faire en sorte que ces organisations puissent démontrer leur compliance. Mais à côté de ça, le CCB, et on n'a pas le temps d'en parler évidemment, et c'est très con, et c'est très bête, met aussi en place tout un tas d'initiatives à destination des organisations, parce que comme je disais, on n'est pas simplement là pour taper sur la tête des gens, mais aussi pour les aider, met en place aussi tout un tas d'initiatives pour aider les organisations donc, à se sécuriser, et c'est pas simplement des templates, tout ce genre de choses-là, mais c'est vraiment aussi par exemple, prévenir une organisation quand elle est vulnérable, ou quand elle est victime quand elle est infectée, ou ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est un pack complet en fait. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci à tous les 4. Merci à Florent Kirchner qui n'est malheureusement plus là avec nous.